de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés Radio. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Hier, 806 000 personnes ont défilé dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur et 1,5 million selon la CGT. Des violences ont éclaté en marge du cortège à Paris. On va en parler avec la sénatrice Les Républicains de Paris, Catherine Dumas. Elle est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Alexis Corbière, député de la Seine-Saint-Denis, membre de la France Insoumise, interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représenté ce matin par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA. Et puis cette semaine, vous l'avez vu, nous sommes dans le Finistère pour parler de cette réforme des retraites. Nous retrouverons sur place notre journaliste Béatrice Finzan. Elle nous racontera comment s'est passée la manifestation hier à Brest. Et puis enfin, le Club des territoires sera entièrement consacré à cette journée de mobilisation grâce à nos partenaires de la presse quotidienne régionale et des télévisions locales. Nous serons en direct de Rennes, Tours, Nancy, Montpellier et Amiens pour faire un point sur les mobilisations dans ces différentes villes et la suite du mouvement. Mais avant cela, voici les autres informations concernant justement ce mouvement social. Les perturbations continuent aujourd'hui dans les transports. La SNCF annule 90% de ses TGV, 70% de ses TER. La grève à la RATP est reconduite jusqu'à lundi inclus. 10 lignes de métro sont fermées à Paris. Et puis dans les airs, la Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de réduire de 20% leur programme de vol. Air France annule 30% de ses vols intérieurs. Malgré les nombreux manifestants, le gouvernement maintient le cap. Édouard Philippe fera des annonces en milieu de semaine prochaine pour définir l'architecture de cette réforme. Le Premier ministre qui a rendu hommage hier aux organisations syndicales qui ont bien organisé les manifestations. Et puis quelle sera la suite du mouvement? Les syndicats se réunissent ce matin pour le décider. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, appelle lui à une nouvelle manifestation dès demain. Et on débute avec la sénatrice du jour et élue de Paris qui siège dans le groupe Les Républicains. Bonjour Catherine Dumas. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va bien sûr parler de ces mobilisations nombreuses hier dans toute la France. Avant de vous entendre, on va voir quelques images des milliers de manifestants qui ont défilé dans toute la France pour s'opposer à la réforme des retraites. Et malgré le succès populaire, les ministres se sont démultipliés hier soir pour tenter de convaincre de la pertinence de cette réforme. On regarde ce sujet de Samia Dechier. Quel que soit le chiffre, la mobilisation d'hier était sans conteste un succès populaire. Plus de 800 000 personnes ont défilé dans toute la France contre la réforme des retraites d'après la police. La CGT en a compté 1,5 million. Même l'estimation la plus basse dépasse de loin les prévisions du gouvernement. Malgré les affrontements entre casseurs et forces de l'ordre à Paris ou Nantes, les manifestants ont pu marcher dans le calme grâce aux syndicats, a dit hier Édouard Philippe, soucieux de maintenir le dialogue. Je voudrais dire que dans l'ensemble, et je rends hommage aux organisations syndicales, les manifestations se sont bien déroulées à peu près partout en France et c'est important de le souligner. Un ton apaisé, des promesses de dialogue, mais pas question de reculer pour l'instant. Hier, Sibeth Ndiaye et Gérald Darmanin étaient chargés de passer le message sur les plateaux télé. Je connais une femme de ménage, c'est ma mère. À 62 ans, elle part en retraite, elle a 700 € de moins que si elle part à 67 ans. C'est pas la réforme des retraites que j'ai envie d'avoir, celle d'aujourd'hui. J'ai envie de lui dire, tu pourras partir maman, tu as travaillé toute ta vie, à te lever à 5 h du matin, à la retraite à taux plein, et c'est nous qui allons le faire. Alors évidemment, il va falloir changer un certain nombre de choses, il va falloir améliorer un certain nombre de paramètres, on est là pour en discuter. Le gouvernement il est ouvert, mais il fera cette réforme, notamment parce que c'est une grande réforme sociale. Pas d'inflexion pour le moment, mais les opposants à la réforme n'en attendaient pas au terme d'une seule journée. C'est sur la durée de la mobilisation que se jouera le bras de fer avec le gouvernement. Catherine Dumas, est-ce que pour vous les syndicats ont réussi leur mobilisation hier ? Oui, c'est certain. En tout cas, il y a une très forte mobilisation dans toute la France. On l'attendait. D'ailleurs, paradoxalement, c'est assez fou parce que tout le monde savait qu'il y aurait cette grève, qu'elle serait dure, que d'ailleurs elle va continuer. Alors jusqu'à quand, on ne sait pas. Vous pensez qu'elle serait aussi suivie ? Oui, moi je le pensais, parce qu'il y a en France beaucoup d'angoisse par rapport à ces sujets, suite à quelque part un manque d'information. En fait, pourquoi les Français ont peur, et tous les Français. C'est ça qui est d'ailleurs assez spécifique par rapport à cette grève, c'est que ça concerne tous les Français. Les Français ont peur pour l'avenir, ils ne savent pas quel va être l'avenir par rapport à leur retraite, et je trouve qu'on aurait pu anticiper cette peur en répondant à un certain nombre de questions. Je ne comprends pas bien quelle est la méthode du gouvernement.
Il y a une méthode pour vous? Il n'y a pas de méthode? Il y a un problème de méthode? Peut-être qu'il n'y a pas de méthode, que la méthode c'est de ne pas en avoir, mais à mon avis c'est pas une bonne idée. C'est le vrai paradoxe, c'est que les Français ont envie qu'il y ait une réforme des retraites, ils ont conscience qu'elle est nécessaire. En revanche, comme ils ne savent pas de quoi il va s'agir, ils sont très inquiets. Depuis près de 2 ans, on travaille sur ce sujet. Monsieur Delevoye a remis un rapport en juillet. La grève a commencé hier en décembre. On ne comprend pas comment ce temps n'a pas été utilisé pour discuter, notamment avec les syndicats, et surtout apporter quelque part des explications. Quand est-ce que la réforme rentrera en vigueur? Qui va être concerné? Qu'en est-il des régimes spéciaux, etc. On a l'impression qu'on attend la grève pour discuter après. Alors, il y a eu beaucoup de discussions en amont qui ont d'ailleurs abouti à ce rapport Delevoye. Est-ce que pour vous, il aurait fallu enclencher la réforme dès la remise du rapport Delevoye sur la base des premières discussions avec les syndicats? En tout cas, il fallait plus de discussions. Il n'y a pas de texte écrit final. Alors, évidemment, les discussions vont continuer, mais je pense quand même qu'il y a un manque d'explications. On l'a vu, d'ailleurs, les membres du gouvernement, entre eux, ne disaient pas tous la même chose. Les Français écoutent et forcément se posent beaucoup de questions. Et c'est cette angoisse qui génère ce monde dans la rue, pas qu'à Paris, dans toute la France. Alors, on a vu... Oui, je me félicite juste, vous l'avez dit dans votre propos, que les syndicats aient quand même anticipé cette énorme manifestation, qu'il n'y ait pas eu trop de débordements, et que également le préfet de police, bon, je parle pour Paris, ait aussi anticipé. Donc ça, c'est quand même... Vous trouvez qu'elle a été bien gérée, cette manifestation à Paris, parce que vous êtes élu de Paris? Quelle crainte on peut avoir. En revanche, on ne peut pas considérer que ça peut continuer comme ça longtemps. Vous avez vu les ministres qui se démultiplient malgré la mobilisation pour convaincre de la pertinence de cette réforme. Le gouvernement a raison de tenir bon, selon vous? Écoutez, moi je voudrais d'abord savoir ce que veut faire le gouvernement. Encore une fois, quand, comment, avec qui. Alors Édouard Philippe doit faire des annonces en milieu de semaine prochaine. Est-ce qu'il faut faire des compromis selon vous? Est-ce que le gouvernement doit un peu reculer sur cette réforme? En tout cas, il sera forcément obligé de faire un certain nombre de compromis, d'écouter plus, et puis en fonction de ce qu'il entendra, peut-être de modifier un certain nombre de choses. Mais encore une fois, modifier quoi, comment, on ne sait pas bien. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que dès le départ, a été évacué un peu d'un revers de main le sujet du recul du départ de l'âge à la retraite. Pourquoi a-t-on évacué ce sujet-là? On voit qu'en Europe, plein de pays ont reculé l'âge de départ, même la plupart, jusqu'à 67 ans pour beaucoup. Donc il faut mettre ces questions à la table des négociations? En tout cas, oui. Moi, je souhaiterais qu'on y revienne parce que je ne comprends pas pourquoi ça a été évacué alors que tous nos voisins le font et que l'espérance de vie qui est de plus en plus importante, le nécessite. Alors la grève pour le moment est partie pour durer, en tout cas au moins quelques jours. Est-ce que vous redoutez les conséquences économiques de cette mobilisation, notamment à quelques jours de Noël pour les commerçants? Forcément, ce n'est pas bon. L'an dernier, on avait à la même période des vrais sujets sociaux avec les Gilets jaunes qui ont été catastrophiques pour l'économie. Moi, en tant qu'élu de Paris, alors là, pour le coup, je suis très bien placée pour le savoir. C'était vraiment très très mauvais et certains ne s'en sont pas remis du tout. Aujourd'hui, c'est un autre type de conflit, mais ça peut être aussi très néfaste à la veille des fêtes pour toute l'économie de notre pays, c'est évident. Et néfaste aussi pour l'image de Paris? Bien sûr, évidemment. Moi, j'étais encore avec une délégation de parlementaires chinois il y a 2 jours qui repartaient justement la veille, qui reprenaient un avion à Roissy la veille de la grève et qui étaient d'ailleurs très inquiets et qui disaient mais qu'est-ce qui se passe en France, etc. Donc bien sûr, c'est très mauvais pour l'image de la France. Jean-Luc Mélenchon appelle notamment lui, une nouvelle journée de mobilisation demain. Vous redoutez une convergence entre les mobilisations contre la réforme des retraites et les Gilets jaunes, notamment à Paris? C'est un risque, c'est évident. On a vu que dans le cadre des Gilets jaunes, il y a des éléments extérieurs qui viennent toujours casser, piller. Donc ce type de manifestation peut attirer ces extrêmes et c'est évident qu'on peut le redouter. J'ose espérer qu'un certain nombre de mesures seront encore prises pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible de ce genre de phénomène. Par le préfet de police de Paris? Exactement. Allez, pendant ce temps-là, le Sénat poursuit ses travaux. Catherine Dumas, on va en parler avec notre journaliste parlementaire Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Catherine Dumas. Bonjour. Et Quentin, le Sénat poursuit l'examen du budget 2020. Il accélère le rythme. Hier, les sénateurs ont examiné les missions culture, médias et justice.
Vous allez nous en parler, on commence par la mission culture. Voilà, il faut accélérer la cadence car l'examen, il faut qu'il soit terminé pour le vote solennel prévu mardi 10 décembre. Et donc, j'ai 2 minutes pour vous résumer des heures de débat dans l'hémicycle. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez le faire. Voilà, on va se lancer dans ce défi. On va commencer effectivement avec la mission culture. Vous voyez, Franck Riester à l'image, c'était son budget, notamment sur le patrimoine, qui était examiné hier. Mais il y a aussi une question du pass culture qui est expérimenté en ce moment. Avec ce budget, on va voir son expérimentation s'accélérer. Ce pass culture va avoir 10 millions d'euros de budget en plus, mais il fait toujours débat. On a vu hier notamment les sénateurs communistes dénoncer son fonctionnement. Eux, les sénateurs communistes, ils préféraient que l'on investisse sur le travail d'initiation à la culture des collectivités locales. Et il a surtout été question, pendant l'examen de ce budget, de la protection des patrimoines 8 mois après l'incendie de Notre-Dame. Voilà, effectivement, ce budget culture, il concerne essentiellement la question du patrimoine. Et cette année a été marquée, vous le disiez, par l'incendie de Notre-Dame. Il y a une prise de conscience qu'il faut remettre à plat la sécurité, la surveillance de nos cathédrales. Et elles appartiennent à l'État d'ailleurs, ces cathédrales. Et donc pour financer ces programmes sur les cathédrales, le gouvernement a inscrit un petit tour de passe-passe relevé par les sénateurs en ponctionnant un autre volet du budget, celui dédié aux collectivités locales et aux propriétaires privés pour la restauration de leurs propres monuments historiques. Écoutez l'explication à la tribune de Vincent Eblé, le président socialiste de la Commission des finances et qui est rapporteur sur cette partie-là du budget. Je rappelle que les cathédrales sont des monuments historiques appartenant à l'État. Ainsi, la prise en compte d'un risque pesant sur l'État se trouve financée par des crédits destinés à d'autres monuments qui ne lui appartiennent pas. Une telle option traduit un réel manque d'ambition. Un dernier mot à propos du patrimoine et de la cathédrale Notre-Dame de Paris pour dire qu'il a été fait mention hier du fait que sur les plus de 900 millions d'euros de promesses de dons, seuls 67 millions ont pour l'heure été récoltés. Et sur l'autre volet, audiovisuel public, qu'est-ce qu'il s'est dit en séance, Quentin ? Voilà, seconde mission examinée hier au Sénat, celle sur l'audiovisuel public. Alors, on a senti que les sénateurs attendaient l'examen de la prochaine réforme de l'audiovisuel public qui doit arriver au printemps prochain. Donc, il y avait assez peu de débats hier. On attendra ce projet de loi pour en parler. Mais déjà, à signaler un coup de gueule sur les moyens en baisse de France Média Monde. Vous savez, c'est la holding qui regroupe France 24, RFI ou encore TV5 Monde. Écoutez Roger Carucci à ce sujet. Parce que là, en réalité, l'objectif, il est simple. On voit bien que dans la concurrence avec les Britanniques, avec les Chinois, avec les Russes, nous ne sommes plus en situation. Et que France Média Monde, c'est essentiel pour la francophonie, c'est essentiel dans des parties du monde où la place et l'influence de la France sont en baisse. Engagez-vous fortement sur France Média Monde. Redonnez les moyens de France Média Monde, que ce soit par l'AFD ou par un autre système, mais redonnez de la puissance à l'audiovisuel extérieur. Voilà, le sénateur demande 10 millions d'euros en plus pour effectivement ce budget-là en particulier. Et troisième budget, Quentin, c'est le budget de la justice, budget largement rejeté hier. Voilà, effectivement, que ce soit sur le nombre de places de prison qu'il faut construire et qui ne sont pas budgétées, ou sur le budget de l'aide juridictionnelle d'État. Le compte n'y est pas pour les sénateurs. Rejet du budget justice, 291 voix contre, 42 voix pour. Voilà, vous avez réussi votre mission. 3 minutes pour nous raconter une après-midi de séance. Bravo Quentin. Catherine Dumas, on va revenir sur la protection du patrimoine. Vous vous occupez plus spécifiquement de ces questions de culture, d'audiovisuel, de patrimoine. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement n'en fait pas assez pour financer la protection du patrimoine ? Alors, on n'en fait jamais assez, surtout en matière de patrimoine, puisque nous sommes un pays qui a la chance d'avoir un patrimoine assez extraordinaire. Il y a plusieurs types de patrimoine. Il y a celui qui relève de l'État et celui qui relève des collectivités. Et aussi le patrimoine qui appartient au privé, évidemment, qui est très important. Donc sur le patrimoine de l'État, je note quand même que le gouvernement fait des gestes assez forts. Je crois que le sujet de Notre-Dame, qui a été cette terrible catastrophe, a fait prendre conscience de la faiblesse, alors notamment par rapport au patrimoine religieux, les cathédrales qui donc appartiennent à l'État. Là, il y a un geste très fort qui est fait par rapport à la sécurité incendie. On s'est bien rendu compte qu'il y avait de grandes
faiblesse. Après, il y a le patrimoine qui appartient aux collectivités. Moi, à Paris, je suis bien placée pour savoir que notamment le patrimoine des églises est dans un état terrible et qu'on n'a pas du tout assez fait ce qu'il fallait faire. Donc là, il y a aussi beaucoup à faire, mais c'est du ressort de la collectivité. Et puis, ce qui appartient au privé, évidemment, il faut aussi l'aider parce qu'il y a un patrimoine assez extraordinaire dans notre pays, du petit patrimoine, mais qui est vraiment qui relate notre histoire, qui est très lié à notre identité, qu'il faut aussi aider. Il faut plus aider les collectivités à préserver ce patrimoine. Oui, alors c'est évident que oui, toutes les collectivités ne peuvent pas le faire et il faut quelque part, en effet, avoir une vision globale de l'ensemble de notre patrimoine. Beaucoup est fait. J'entendais sur Notre-Dame que les ressources, enfin l'appel à la souscription publique n'est peut-être pas ce que l'on attendait. Donc il y a une différence énorme. Hein, oui. Quentin disait, entre les promesses de dons 900 millions et ce qui a été récolté 67 millions. C'est toujours le sujet avec les promesses de dons, dans le cadre d'un moment qui a suscité une émotion assez extraordinaire. Après, je pense quand même qu'on arrivera à des chiffres supérieurs. Enfin, j'ose espérer. Un mot sur le pass culture, hein, puisqu'il en a été question hier. Le pass culture qui a pour but de faciliter l'accès à la culture. Pour vous, c'est une bonne idée, ce pass culture? Oui, c'est une bonne idée. C'est une expérimentation donc, qui prend de l'ampleur et qui continue. Bon, l'idée, c'est vraiment, et je pense que c'est aussi le fil rouge de ce budget, c'est de démocratiser l'accès à la culture, de faire que tous les territoires puissent avoir accès à la culture. Donc le pass culture, ça en fait partie. Bon, il faut voir à terme après ce que ça donnera. Et puis hier, en Conseil des ministres, a été présenté le projet de loi sur l'audiovisuel public. Hein. On le disait, il en a été un peu question en séance. On voit les inquiétudes du secteur audiovisuel public. Vous les comprenez, ces inquiétudes? Écoutez, on n'a encore pas tous les éléments. Ce que je comprends, c'est que ça va être une grande réforme de l'audiovisuel. Donc forcément, qui dit grande réforme, ça va toucher à beaucoup de choses, à l'architecture. Donc forcément, ça suscite des inquiétudes. Ça va toucher à la gouvernance, ça va toucher au numérique. Donc forcément, ça suscite des inquiétudes. Bon, c'est quelque chose dont le Sénat aussi va s'emparer et on essaiera de faire en sorte que ça aboutisse à lever les inquiétudes et surtout à une réforme. Vous savez déjà de quelle manière vous allez réorienter ce texte au Sénat ou c'est encore trop tôt pour le dire parce qu'il a été présenté hier? Franchement, c'est beaucoup trop tôt. On suivra tout ça, c'est au printemps prochain, l'examen de cette loi audiovisuelle. On va continuer à parler culture, mais on va se rendre dans une rédaction locale. On va aller à Lyon retrouver nos partenaires du Progrès. Bonjour, Francis Ziegelmeyer. Vous êtes le directeur départemental Rhône du Progrès. On va parler de la Fête des Lumières. Hein. C'est l'événement ce week-end, bien sûr, à Lyon. Mais d'abord, on va faire un petit point sur la mobilisation hier dans votre région. Cette mobilisation contre la réforme des retraites, est-ce qu'elle a été suivie? Alors oui, écoutez, comme beaucoup de nos confrères aujourd'hui, on ouvre sur cette fameuse manifestation. À Lyon, il y avait à peu près 20 000 personnes qui étaient dans les rues, un petit peu plus de 20 000. Ça dépend qui est-ce qui compte, comme souvent. Visiblement, c'était une manifestation contre la réforme, mais pas uniquement. Nous, on a titré réforme anticapitaliste, entre guillemets, bien entendu, parce qu'en fait, dans cette réforme, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de manifestants qui voulaient surtout s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron d'un point de vue plus global. Donc voilà un petit peu quelle était la tendance de cette manifestation hier, avec comme partout des gares désertes et puis un mouvement très suivi à la fois chez les cheminots, chez les enseignants, mais aussi chez beaucoup de professions du public. Et justement, ce mouvement social, il n'est pas sans conséquence sur la Fête des Lumières qui se tient ce week-end. Oui, on peut dire que ça tombe au mauvais moment, mais une grève ne tombe jamais au bon moment, parce que ce week-end, c'est la Fête des Lumières. Alors, la Fête des Lumières, c'est un événement très, très important à Lyon. Ça se passe tous les 8 décembre, enfin autour du 8 décembre. C'est une fête historique qui est la fête de l'Immaculée Conception. Et à partir de 1989, c'est devenu une fête populaire. Et ça se tient pendant 4 jours. Alors, l'an passé, avec le problème des Gilets jaunes, il y avait eu les manifestations des Gilets jaunes, il y avait eu moins de 2 millions de visiteurs. Habituellement, on a à peu près plus de 3 millions de visiteurs. Et donc, c'est absolument magnifique. Moi, je ne peux qu'inviter toutes celles et ceux qui nous écoutent ce matin à venir voir toutes les œuvres qui sont exposées. C'est absolument magique. On en a sélectionné d'ailleurs une dizaine. Je vous invite à aller voir sur le site leprogrès.fr les 10 œuvres à ne pas manquer et puis à venir les voir. C'est un spectacle absolument magique. Hier soir, c'était la soirée des Lyonnais. Il y avait déjà beaucoup de monde dans les rues de Lyon.
Eh bien, l'invitation est lancée. Tous à la fête des Lumières ce week-end. C'est donc à Lyon jusqu'à dimanche. On va regarder votre une. La une du Progrès. Aujourd'hui, on la voit, plus de 20 000 manifestants à Lyon. La manifestation contre la réforme des retraites qui a donc mobilisé dans votre région. C'est à la une du Progrès aujourd'hui. Merci Francis Ziegelmeyer d'avoir été avec nous ce matin. Une petite réaction, Catherine Dumas. Vous connaissez bien, vous, cette fête des Lumières, hein? Oui, alors moi, c'est vrai que ça parle à mon cœur de lyonnaise de naissance, et c'est une fête assez extraordinaire en effet, parce qu'au départ c'est une fête religieuse et qui a évolué, qui est devenue vraiment une fête de culture, une fête du patrimoine, et Lyon a vraiment su utiliser son patrimoine pour le mettre en lumière, et les Lyonnais se sont appropriés cette fête. C'est un grand moment de rassemblement chaque année à Lyon. C'est vrai, on parle de l'illumination des monuments, c'est assez extraordinaire, et c'est un moment très fort. D'ailleurs, j'ajoute que j'aimerais bien que Paris en fasse autant, parce que je trouve que Paris est très très mal illuminé, très mal éclairé, et qu'on peut aujourd'hui, tout en préservant les sujets environnementaux et ne pas dépenser trop d'énergie, on peut illuminer les monuments. On ne le fait pas assez à Paris, je le dis en tant qu'élu de Paris, je l'ai déjà dit à la maire de Paris qui ne s'est pas beaucoup préoccupée de ces sujets. Donc prenons exemple sur Lyon. Eh bien, le message est de nouveau lancé, message à Anne Hidalgo. Et justement, on va parler de Paris, puisqu'on va passer à la revue de presse de Paris, puisque vous êtes élu de Paris. C'est avec Quentin Calmet. Quentin, on va commencer avec Libération. À Paris, des manifestants remontés comme jamais. Voilà, navré d'interrompre ces belles images, mais on revient à effectivement ce qui fait l'actualité dans beaucoup de nos quotidiens régionaux et nationaux aujourd'hui. Donc sur Libération qui revient sur effectivement cette mobilisation hier à Paris. Le journaliste a suivi depuis les cortèges ce qui s'est passé hier, et il raconte la peur de certains manifestants, de la violence qui pourrait s'exprimer lors du cortège, mais des gens qui ont quand même tenu à venir, et au départ dans la bonne humeur, nous raconte l'article. Dans le défilé, où l'on rivalise d'inventivité dans les banderoles et pancartes. Un homme fait forte impression avec son portrait d'Emmanuel Macron grimé en Louis XVI, nous raconte Libération. Une manifestation où l'on parlait des retraites, mais aussi beaucoup dénonçaient le néolibéralisme et le capitalisme. D'ailleurs, Francis Ziegelmeyer en parlait, du Progrès. C'est toute la politique d'Emmanuel Macron qui était hier critiquée dans les cortèges. Mais on a pu lire ces témoignages. Regardez, par exemple, je vous en montre un, de ce manifestant qui dit « La retraite à point ne traite pas le problème par le bon bout. Il faut d'abord parler du vieillissement de la population et ce que l'on veut comme société. Là, le gouvernement oppose les gens les uns aux autres. » Et l'article raconte aussi la tension qui monte au fur et à mesure de la journée, et parfois le cortège qui est bloqué par les policiers. Et dans Le Parisien, un autre sujet, on parle des municipales. Oui, alors je vous montre la une, pour qu'on voit bien qu'effectivement, il y a ces manifestations qui font la une du Parisien. Mais un article nous a intéressé particulièrement, et on va pouvoir en parler aussi avec vous, Catherine Dumas. On voit cet article sur les municipales en vue de 2020. Rachida Dati qui commence à proposer des têtes de liste pour chacun des arrondissements de la capitale. Et eh bien, ça coince. Pourquoi ? Parce qu'il y a des endroits où, vous le voyez, il y a des discussions agitées, notamment dans le 15e et dans le 17e arrondissement, car Rachida Dati veut y investir des candidats face au maire sortant LR. Philippe Goujon et Geoffroy Boulard. Le premier rejoint le groupe de Pierre-Yves Bournazel, dont vous êtes très proche, Catherine Dumas, donc vous allez pouvoir nous parler de lui, qui est candidat 100% Paris, c'est le nom de son groupe au Conseil de Paris. Et le second a lancé sa campagne sans attendre une quelconque investiture. Et donc, on voit qu'il y a ce crépage de chignon autour de cette proposition de nouveaux candidats par Rachida Dati. Certains disent « ça va être chaud dans les jours qui viennent », soupire un membre de la Commission nationale d'investiture. Votre réaction, vous êtes élu, vous, du 17e, oui, et Rachida Dati veut donc investir un maire différent du maire sortant, qui est un maire de droite. Tout à fait. Ce que je voudrais juste dire par rapport à Paris, c'est qu'il y a un sujet à Paris. Il y a quand même beaucoup de Parisiens qui pensent que la gouvernance de Mme Hidalgo n'a pas été bonne. Bon, ça, c'est quand même quelque chose et qui est partagé par beaucoup de monde. Et notamment par les élus et par moi-même, bien entendu. On considère que le bilan n'est pas bon, donc il faut une alternance à Paris. Et on est très nombreux,
sur l'échiquier politique à penser la même chose. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Après, c'est vrai qu'il y a donc Rachida Dati qui a été investie par le parti LR. Début novembre. Voilà, exactement. Après, il doit y avoir une autre investiture pour les maires d'arrondissement, les têtes de liste d'arrondissement par le parti LR. Et puis, chaque parti fait ses propres investitures. Qui sera d'ici fin décembre. Hein. Et oui, a priori, oui. Je pense qu'en effet, Rachida Dati a voulu un peu peut-être aller vite cette semaine et a annoncé des têtes de liste dans tous les arrondissements, notamment dans des arrondissements où il y a des maires sortants, d'ailleurs LR, donc ce qui est d'autant plus surprenant, puisque bon, je vois pas comment on peut investir des LR contre des LR. C'est ce qui a suscité ces débats des dernières 48 heures. Je pense que la méthode n'est pas bonne. Je pense à Geoffroy Boulard, que je connais bien pour le coup, je fais partie de son équipe municipale. C'est quelqu'un qui est maire depuis 2 ans, qui fait un travail, je dirais, 24 heures sur 24 dans l'arrondissement, jour et nuit, qui a 42 ans, qui est jeune, qui s'adresse à tout l'arrondissement, qui a montré son mérite. Et évidemment, les habitants du 17e veulent qu'il soit de nouveau leur maire. Les élus sont derrière. Donc, on ne voit pas pourquoi on irait chercher quelqu'un pour être contre lui. Donc, évidemment, la méthode n'est pas bonne. Est-ce que les Républicains ont fait le bon choix avec Rachida Dati pour vous? Alors ça, c'est un autre sujet. C'est le choix des Républicains. Moi, je connais très bien Rachida Dati. Je suis très admirative de sa carrière parce que c'est quelqu'un qui a fait une carrière assez extraordinaire. Est-ce que c'était la mieux placée pour conduire la campagne à Paris? Après, je pense que, et c'est d'ailleurs peut-être un des sujets, c'est quelqu'un qui n'a pas su rassembler l'ensemble des conseillers de Paris. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que tout le monde ne la suit pas chez LR. Donc il y a un vrai sujet. Donc la campagne va être compliquée à droite et chez les LR. La campagne va certainement être compliquée, mais elle va être compliquée. Pourquoi? Parce qu'il faut revenir au vrai sujet, encore une fois. 1, changer de gouvernance. Et 2, nous avons une vie politique qui n'est plus binaire entre la gauche et la droite comme nous l'avons connu. Ça va être la même chose pour les municipales, à Paris comme ailleurs. Donc c'est vrai que ça va être atomisé avec différents candidats et que ça va être ça la difficulté. Et que je pense qu'in fine, le choix du maire de Paris risque de se faire non pas ni au premier ni au second tour des élections municipales, mais au sein de l'hémicycle du Conseil de Paris, entre les 163 conseillers de Paris pour ce qu'on appelle le 3e tour. Eh bien, c'est noté. Voilà. On passe à une... En tout cas, l'article nous dit que c'est pas tout à fait terminé, qu'on est peut-être tout début du feuilleton de ce qui se passe dans votre famille politique. Voilà. Je vous le confirme. Allez, une dernière information, Quentin. On termine avec une nouvelle place à Paris, une place sans nom, dans le 12e arrondissement. Exactement, c'est dans le 12e. Et l'article nous dit Raymond DeVos en aurait fait un sketch. À Paris, dans le 12e arrondissement, un petit carrefour sans grâce bénéficiera bientôt d'un double honneur, celui d'être relevé au rang de place. C'est juste un rond-point a priori. Mais donc ça va devenir une place et il va gagner un nom. Mais alors ce nom, nous raconte l'article, eh bien il n'en aura pas. Il va s'appeler Place sans nom. La maire du 12e, Catherine Baratiel-Baz, explique: dans notre arrondissement, nous avons attribué beaucoup de noms de personnalités, surtout des femmes, à divers endroits. Mais cette place, nous avons voulu officialiser le fait que de nombreux riverains et membres du conseil de quartier utilisaient ce nom de Place sans nom depuis de très nombreuses années. Voilà, eh bien merci Quentin, et c'est là-dessus qu'on va devoir s'arrêter. Merci beaucoup Catherine Dumas. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Alexis Corbière, député de la Seine-Saint-Denis, membre de la France Insoumise. On parlera bien sûr de cette journée de mobilisation hier contre la réforme des retraites. Avant de l'entendre, on va regarder un extrait d'Allons plus loin, consacré hier évidemment à cette journée de mobilisation. Le sénateur La République En Marche de Paris, Julien Bargeton, était au micro de Steve Jourdain. On va l'écouter. Oui, Julien Bargeton, beaucoup de gens dans la rue, beaucoup de gens dans les cortèges. On nous vend une manifestation pour la justice sociale, une réforme d'équité. Pourquoi autant de monde dans la rue aujourd'hui ? Cette mobilisation était attendue, il y a un droit de grève, il est constitutionnel, il y a un droit de manifester aussi dans notre pays, et donc les gens qui sont en désaccord avec les principes d'une réforme peuvent l'exprimer, c'est normal. Je regrette les quelques débordements, les échauffourées qu'il y a eu. Je pense que notamment à Paris, les Parisiens ont aussi envie de calme et pas trop de blocage. Bon, même si bien sûr tout le monde admet le fait qu'on puisse protester contre les principes d'une réforme. Ce que je regrette, c'est que c'est une grève par anticipation. C'est une grève préventive en quelque sorte, puisque si on connaît les principes, tout le reste de la réforme est sur la table, notamment sur sa date d'entrée en application, la prise en compte de la pénibilité. Il n'y aura pas de perdants ?
après cette réforme? Il n'y aura pas de perdants. La justice, c'est de penser aux générations futures. La question, c'est les jeunes se disent, est-ce que nous aurons une retraite? Et beaucoup de jeunes que l'on rencontre ne croient plus qu'ils pourront bénéficier du système par répartition. Nous devons pérenniser, sauver notre système par répartition parce qu'il est au cœur du modèle. Les Français vont travailler plus. Et pour ça, le sujet n'est pas un sujet de paramètres. C'est justement ce qu'on a toujours fait. Des réformes de paramètres, on bouge un curseur, travailler plus, longtemps, ou augmenter les cotisations. Là, non, on va indexer les pensions, notamment sur le niveau de vie et notamment sur les salaires. On va davantage considérer les difficultés des carrières féminines, notamment à la naissance du premier enfant. On va prendre en compte les carrières hachées, les petites retraites des agriculteurs. Donc, c'est une réforme de justice, parce qu'elle est tournée vers l'avenir et parce qu'elle est tournée vers la prise en compte des situations. Mais la crise sociale est là, elle vous inquiète ? Ce qui m'inquiéterait, ce serait qu'on arrête les réformes. La France n'a pas à s'inquiéter du fait que des gens soient en désaccord avec le gouvernement, ça arrive. La France aurait à s'inquiéter de l'arrêt des réformes parce que nous avons été élus pour mener à bien cette réforme des retraites. Il faut toujours écouter les revendications, les critiques, la porte du gouvernement est ouverte, et puis on va ensuite continuer à avancer. Et il y aura d'ailleurs le travail parlementaire que les uns et les autres oublient parfois. Nous sommes ici au Sénat, il y a l'Assemblée nationale, il y aura aussi le rôle des parlementaires. Nous devons résolument nous tourner vers l'avenir, on a besoin de cette réforme des retraites, et on a besoin d'avancer. L'invité politique ce matin, c'est Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour. Député de la Seine-Saint-Denis, membre de la France Insoumise. Vous publiez ce livre, Jacobins, les inventeurs de la République. C'est aux éditions Perrin. On en parlera tout à l'heure. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA. Bonjour Oriane. Bonjour Fabrice. Le Bonjour, groupe EBRA, c'est les journaux régionaux de l'Est de la France. On va commencer bien sûr par cette journée de mobilisation hier. 806 000 personnes ont défilé dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur. 1,5 million selon la CGT. Comment vous qualifiez, vous, cette journée d'hier ? Soyons francs, un succès, un grand succès. On renoue avec des participations comparables à cette grande mobilisation de 1995. En plus, les dates se correspondent un peu. Pour ceux qui s'en souviennent, ça avait commencé un 5 décembre, ça avait culminé un 12 décembre, et puis vraiment ça s'était terminé un 21 décembre, avec d'abord une manifestation pour les femmes le 25 novembre, comme il y a quelques jours, qui avait été un grand succès. Bref, on retrouve là des choses... Vous espérez que le 21 décembre, ça soit fini ? Alors évidemment, ça se reproduit jamais de la même façon, mais je veux dire par là que c'est clair qu'il y a eu beaucoup de monde, une belle manifestation à Paris, beaucoup de manifestations en province dans des villes, moi qui me tiennent à cœur, je suis un peu du sud de la France, Béziers, Perpignan, etc. On me donne des chiffres de 10 000, 6 000 personnes là, quelque chose de profond. Ça semble vous rassurer finalement, on est sur l'ancien mode des manifestations. Les Gilets jaunes avaient un peu brouillé les cartes avec des systèmes, des modes de manifestation assez différents, des modes d'action assez différents. Ça vous rassure finalement? Moi, ce qui me rassure... Vous l'avez utilisé le mot renouer d'ailleurs. Oui, non mais ce qui me rassure, c'est que bon, le droit de manifester est maintenu parce on avait eu quasiment un discours parfois en raison de violences qui avaient lieu de la part des pouvoirs publics, quasiment qui, tout en n'osant pas aller jusqu'au bout, remettaient en cause un peu l'idée que, allez, vous dérangez, vous empêchez l'activité économique, etc. Bon, là on voit qu'il y a une puissance du nombre qui marque encore les esprits, qui est utile, du moins je le souhaite que ce soit étant utile pour obtenir l'objectif du retrait, qui est là, des organisations syndicales représentatives qui rassemblent du monde, et puis nous, comme justement, c'est le succès des syndicats cette journée d'hier. Pardon ? C'est le succès des syndicats cette journée d'hier. Oui, notamment ceux qui ont appelé, je crois, mais on sait bien aujourd'hui, et les directions syndicales le savent aussi, vous évoquiez les Gilets jaunes, qu'il y a un rapport de beaucoup de gens aux organisations politiques, aux organisations syndicales, qui est moins fort que ce qu'il a été par le passé. Ça pousse énormément, mais c'est tant mieux. Bon, donc un succès, énormément de monde. Je vois même que le gouvernement, qui parfois aime bien un peu pétarader là-dessus, ils actent le fait qu'il y a une grande mobilisation. De la même façon, on y croit ou on n'y croit pas, mais il y a des études d'opinion, des sondages qui clairement disent qu'il y a 2/3 quasiment de la population qui est en phase avec ce mouvement. Donc, que veut ce mouvement? Résumons-le en une phrase. Le retrait de cette réforme des retraites. Le retrait de ce projet-là. Beaucoup de gens ont compris. Après, on va discuter, évidemment, le gouvernement s'exprimera plus précisément, mais les gens ne sont pas idiots, et le gouvernement a beaucoup parlé. Il proposerait, je parle du gouvernement, de travailler plus longtemps, âge pivot 64 ans, et sans doute tout le monde a compris que 65-66 ans pour avoir une retraite un peu complète, et
revoir notamment les pensions de retraite, parce que si on calcule les pensions sur la totalité de la carrière plutôt que sur les meilleures années, que ce soit les 25 dernières années, voire parfois moins dans certaines professions, il ne faut pas avoir pas être prix Nobel d'économie pour se dire, évidemment, ma pension de retraite va baisser. Donc si on vous dit aux Français qui déjà ont un système de retraite un peu à améliorer, on va dire, là, les gens, ils ne sont pas d'accord. Alors, c'est évidemment pas ce que dit le gouvernement, hein, que les pensions vont baisser. On attend justement de savoir ce qu'il y a précisément dans cette réforme des retraites. Non, mais vous concéderez. Est-ce que pour vous, c'est le flou autour de ce qu'il y a dans ce texte qui a créé une telle mobilisation? Alors, il y a du flou, il y a de l'inquiétude, sans doute, parce que le gouvernement, par moment, s'est pris un peu les pieds dans le tapis, des gens disent des choses, etc. Mais moi, je ne veux pas non plus, je ne vous en fais pas procès, mais acter la communication du gouvernement qui dit, attendez, on ne s'est toujours pas exprimé. Attendez, ils ont dit des choses quand même. Ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai bien entendu, ou alors je suis peut-être un peu nigaud, mais qu'ils voulaient calculer le montant de la pension sur la totalité de la carrière. Ça a bien été dit. Donc tout le monde a bien compris qu'aujourd'hui, on a des carrières... Par point, en tout cas. Ouais, oui, d'accord, enfin, c'est l'essentiel. Voilà, c'est l'essentiel, le système de points. Tout le monde a bien compris qu'on a des carrières cassées, on n'a pas... et que, évidemment, on y perd. Si on fait le calcul sur les meilleures années, c'est plus favorable que si c'est sur la totalité de la carrière. Alexis, et de la même façon qu'ils ont préparé les esprits pour dire aujourd'hui, il faut travailler plus longtemps avec leur histoire d'âge pib. Mais vous concevez quand même qu'il faut réformer le système actuel. Mais Jean-Luc Mélenchon a sans acter la communication du gouvernement. Attendez, là, on est dans, et c'est passionnant d'ailleurs, la question de la sémantique. Jean-Luc Mélenchon a fait campagne et a rassemblé presque 20% des voix en proposant aussi une réforme des retraites. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que nous proposons, par exemple? Eh bien, le fait de revenir à 60 ans. L'âge moyen en bonne santé aujourd'hui, c'est 63,7 ans, d'accord? Donc, il faut que ce soit un nouvel âge de la vie, la retraite. Et donc, on peut réfléchir à l'idée, dans un pays qui est riche, qui produit de richesse, de comment on revient, on essaie de rabaisser l'âge où se déclenche la totalité de votre retraite. Mais je rappelle des chiffres qu'on a oubliés. 60% des gens aujourd'hui qui partent à la retraite ne sont plus dans l'emploi d'ores et déjà, parce qu'ils sont en arrêt maladie, parce qu'ils ont été licenciés, etc. Donc si vous rallongez, chaque fois vous allez arriver à une situation de retraités pauvres, de gens qui n'ont pas des carrières complètes. Donc c'est à ça qu'il faut travailler. Pourquoi pas décider par exemple que pas une seule retraite en dessous du SMIC? Si on pense que le SMIC est un salaire minimum en dessous duquel on ne peut pas vivre, pour quelle raison ne pas mettre ça en place? Et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Le gouvernement parle d'un seuil à 1 000 €, ça vous va ou pas? Pourquoi pas le mettre au SMIC? Mais enfin, on va pas mégoter là-dessus, mais la manière dont il le calcule, c'est essentiellement pour les professions agricoles. Mais alors, qu'est-ce que c'est que l'on peut faire, par exemple? Eh bien, pourquoi pas réfléchir à élargir l'assiette de cotisation? Alors, moi, je pense que nous sommes un pays qui a produit là encore beaucoup de richesses. Rappelons-le, parce que faut arrêter d'affoler les moineaux en disant il n'y a aucun moyen. Si, il y a de l'argent. Il s'avère aujourd'hui que cet argent, il est beaucoup reversé souvent dans les grands groupes aux actionnaires. Les chiffres montrent que nous sommes recordman d'Europe de l'argent reversé aux actionnaires. Pourquoi pas imaginer qu'il y ait une imposition, qu'une part de cet argent reparte... payer davantage les entreprises. Attendez, oui, mais derrière le mot les entreprises, l'activité économique, on ne va pas, comment dirais-je, l'aggraver, mais tout cet argent qui repart aux actionnaires, qui lui est assez parasitaire, ça ne sert à rien. Bon, on pourrait imaginer qu'il y en a une part qui part vers la solidarité. Par exemple, le problème, c'est souvent le chômage de masse qui a fait du mal à notre système de retraite. C'est souvent les inégalités de salaire. Les femmes, par exemple, les inégalités salariales entre hommes et femmes, si on les corrigeait à profession équivalente, les femmes gagnant la même chose que les hommes, ça ferait rentrer des cotisations dans les caisses de retraite qui nous remettraient à niveau. Donc il y a plein d'idées qui ne passent pas nécessairement par la technique du père Fouettard, je sais bien que c'est la période pour ceux qui sont du reste de la France, de Saint-Nicolas, qui consiste à dire non, notre système des retraites, on va l'arranger sur une seule chose, vous allez travailler plus longtemps et on va baisser vos pensions de retraite. Ça, évidemment, ça met beaucoup de gens dans la rue. Se pose la question de l'équilibre financier du système, qui est un système par répartition. En mettant la retraite à 60 ans, comment vous garantissez l'équilibre financier de ce système? Je répète d'abord, soyons précis, notre système de retraite, c'est 340 milliards, si je ne dis pas de bêtises. Les déséquilibres financiers dont nous parlons sont extrêmement secondaire. À l'heure actuelle, c'est un système qui est à l'équilibre. Et on estime qu'à partir de 2025, 2040, il y aura une légère baisse. Et on estime aussi que pour des raisons démographiques, après, cela reviendra. Donc, mais la retraite à 60 ans, vous allez augmenter le nombre de retraités et diminuer le nombre d'actifs. Donc forcément, il va y avoir un déséquilibre. Est-ce qu'on ne peut pas élargir l'assiette de cotisation, y compris, pour dire les choses autrement, que la part du PIB qu'on consacre à nos retraites, aujourd'hui qui est autour de 14%, on l'augmente, augmentons-la d'un point, par exemple. La question, c'est, prenons les choses à l'envers. Dans quel type de société voulons-nous vivre ? Est-ce que nous pensons aujourd'hui qu'il est une bonne chose que nous ayons, et c'est des retraités qui vivent, qui ont ce nouvel âge de la vie que je définissais tout à l'heure? Est-ce que c'est un moment de vie où les gens, y compris, ont du pouvoir d'achat
et qui fera du bien à l'économie. Je voyais, il y a des commerçants qui s'inquiétaient de la mobilisation, mais je dis aux commerçants, amis commerçants, il vaut mieux que les retraités gardent des pensions correctes parce que eux, ils consomment. Là, à Noël, les retraités, ils achètent les cadeaux pour les petits-enfants. Si les pensions baissent, ça vous fera moins d'activité économique. Ne soyons pas égoïstes les uns vis-à-vis des autres. On a tous à gagner à ce que cette réforme-là n'existe pas et que nous augmentions. Alors, je le répète, voilà. Notamment, j'ai donné une piste. Quand vous avez des milliards aujourd'hui qui sont consacrés, on a bien compris. On pourrait imaginer autre chose. En gros, de l'impôt pour de la solidarité. Ça n'a rien de moderne comme idée. Dans tous les cas, il faut de l'argent. La question se pose aussi pour le système de santé, pour le système social, les aides sociales, etc. Bien sûr. Un point ci, un point là. Oui, mais attendez, on on a un gouvernement qui a commencé son activité. Moi, j'étais jeune député, je débarque. Qu'est-ce que c'est qu'ils font? Deux choses. Suppression de l'ISF, 3,5 milliards à peu près qui revient aux plus riches. Et des études démontrent à l'heure actuelle, même si tout ça est symbolique, mais enfin c'est intéressant, ça n'a pas reprofité vraiment à l'activité économique, et on baisse les APL pour les plus modestes. Admettez que les gens n'aient pas tellement confiance pour qu'avec un tel pédigré, on vous dise on va réformer les retraites pour aller vers plus de solidarité. On a bien compris sur la suite. Le boulet des 5 euros. Oui, le boulet. Moi, vous savez, je me suis fait connaître, entre guillemets, à l'Assemblée. Le premier truc qu'on avait fait avec Mélenchon, on avait sorti des pattes, montré pour 5 euros ce que ça vaut, pour que les gens comprennent que... Et ça a marqué les esprits. Le président, vous avez raison, dit je traîne ça comme un boulet. Bah oui, mais... Sur la suite du mouvement, maintenant, Jean-Luc Mélenchon appelle à une nouvelle journée de mobilisation demain. Pour vous, la grève doit se poursuivre jusqu'à quand? Et pourquoi appeler à manifester demain alors qu'Édouard Philippe doit faire des annonces en milieu de semaine prochaine? Pourquoi ne pas attendre ces annonces? Je retourne, pourquoi Édouard Philippe ne s'exprime pas plus tôt? Pourquoi il devrait s'exprimer plus tôt? Quand vous avez quand même beaucoup de gens qui sont mobilisés, arrêtons de perdre du temps. Je ne crois pas que les choses se jouent. Le gouvernement avait quand même anticipé que cette mobilisation avait lieu. La journée de demain, celle du 7, était prévue. Des organisations syndicales, je pense notamment à la CGT, est prévue de manifester. Il y a des manifestations de gilets jaunes. Battons-le faire, si je puis dire, tant qu'il est chaud. Ça veut dire que vous espérez une convergence demain entre les gilets jaunes et les mobilisations? Oui, mais elle avait déjà lieu, vous savez, souvent des gilets jaunes, soit même des salariés, évidemment. Bon, il faut maintenir ça. Au moment donné, je voudrais avoir des mots qu'on se... Il y a un rapport de force qui est en train de s'installer, mais qui est d'ordre démocratique, qui fait partie de notre histoire. Le problème, nos institutions ne permettent pas aux citoyens de se faire entendre entre deux rendez-vous électoraux. Donc il existe depuis des décennies le droit de faire grève, le droit de manifester. N'ayons pas peur de ce droit, utilisons-le. C'est une pression, un contre-pouvoir citoyen qui est là et qui dit nous ne sommes pas d'accord. Monsieur Macron, vous n'avez pas été élu en nous disant je vais baisser les pensions, je vais rallonger l'âge de l'ordre. Donc maintenons... Est-ce que vous demandez un référendum du coup sur cette réforme des retraites? Si ça bloque à un moment donné, ça peut être une issue. Moi, je pense qu'on va voir... Mais pas dans l'immédiat. Vous attendez d'abord de savoir ce que va faire le gouvernement, quel va être le projet de loi qui sera présenté à la rentrée? Moi, ça peut être une issue. À l'occasion d'une émission, il y a quelques jours, je l'avais évoqué aussi. Si vraiment la question venait à être bloquée, moi, je pense que je suis assez confiant, à condition que la question soit bien posée, là aussi. Parce que si c'est des questions, faut-il une réforme sur les retraites? Évidemment, moi, je dis oui. Tout le monde dit oui. La question, c'est quel est le détail de la réforme. Le problème du référendum, ceux qui nous écoutent le savent, c'est que celui qui pose la question... On répond rarement à la question. Oui, et puis celui qui pose la question, déjà, il donne un peu la tonalité. S'il y a une réforme précise qui est montrée, alors là, on peut discuter. Si c'est uniquement dire aux Français êtes-vous pour une réforme, on va tous se retrouver, M. Delevoye et Alexis Corbière aussi, pour dire oui, il faut une réforme. La question c'est est-ce que c'est une réforme vers plus de solidarité, où il n'y a pas de baisse des pensions, ou est-ce que c'est la réforme de M. Delevoye qui, elle, va dans le sens que j'ai décrit tout à l'heure. Bref, mais d'abord, n'ayons pas peur du fait que oui, il y a un rapport de force et une mobilisation qui doit être maintenue. Moi, je souhaite que ce soit le plus bref possible, en vérité. Je ne suis pas là pour ficher le bazar, franchement, je préférais les gens qui travaillent ont autre chose à faire que ça. Par contre, il y a un enjeu de société, il y a un enjeu qui concerne les gens, tout le monde. Et j'aimerais insister là-dessus, parce que la technique du gouvernement, c'est de dire sont les privilégiés qui manifestent, les régimes spéciaux, en gros SNCF, RATP, EDF, c'est 3% seulement des retraités, c'est 320 000 personnes. Et on va taper près de 30 millions de retraités. Donc tous, on est concernés. Amis qui nous regardez, quelle que soit votre profession, vous êtes concernés. C'est pas les égoïstes nantis qui ont manifesté hier. C'est tout un peuple, quelle que soit sa profession, qui dit attention. Donc soyons solidaires et tombons pas dans les pièges. Vous espérez la manifestation la plus brève possible. Que doit dire Édouard Philippe pour vous la semaine prochaine pour que vous arrêtiez? Retrait, ça on a bien compris, mais ça sent pas être parti pour un retrait. Il n'y a que le retrait pour vous qui vous fera arrêter une manifestation? Les grands axes de la retraite que j'ai... Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui peut dire, vous direz d'accord, c'est un bon compromis? À ce stade, je dis, les bases sur lesquelles est partie la manière dont travaillait M. Delevoye, il n'y a pas de compromis possible sur ces deux bases-là. Voilà. Après, on va voir, moi je ne suis pas Cassandre, je ne veux pas, on va voir ce qui est prévu, mais s'il n'y a pas de recul évidemment de pension, s'il n'y a pas pas ce projet qui vise à dire aux gens, il faut travailler plus longtemps pour avoir droit à une pension, mais vu que c'est pas ça, voilà, je vais pas manquer de respect à M. Delevoye en leur faisant dire ce qu'ils ne veulent pas dire à ce stade. Et puis là aussi, vu qu'on est sur une chaîne très politique, il y a un enjeu politique, me semble-t-il, de la part du gouvernement, d'incarner une posture de l'ordre, de l'autorité, de siphonner, pardon de l'expression, mais
ce qu'est la droite un peu dans ce pays, et je pense qu'ils vont ne rien lâcher pour des raisons aussi politiques et électorales. Donc c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils ne sont pas très raisonnables en face, ils font énormément de politique. Vous pensez vraiment qu'Emmanuel Macron vise l'électorat de droite là, dans cette réforme? Oui, je pense. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas réforme, revenir en arrière. À travers cette réforme, ou même précédemment, je trouve la manière dont ils ont incarné souvent une posture très répressive de certaines manifestations, qui certes parfois se passaient mal, mais où vraiment... Vous avez trouvé très répressif hier? Non, alors hier, c'était un peu comme Fabrice à Waterloo, vous savez, j'étais dans la bataille et j'ai vu peu de choses. Moi, je suis resté bloqué à Gare de l'Est et j'ai pas manifesté, ou du moins, je suis resté sur place, et parce que manifestement, il y avait des incidents place de la République que je n'ai pas vu de visu. Par contre, j'ai vu le spectacle que cela produisait médiatiquement. Et franchement, les images qui étaient faites, moins chez vous que sur d'autres chaînes que je ne citerai pas, qui ont mis tous en boucle, c'était des images de violence. Donc 300-400 imbéciles, place de la République, Black Bloc, qui embêtaient les forces de police. Mais tout ça a duré longtemps. Alors moi, je ne suis pas stratège et chef de la police, mais je trouve que quand même passer des heures devant les caméras, alors qu'il y a une manifestation quand même, Jean-Luc Mélenchon a attaqué Didier Lallemand, le préfet. Oui, lui, attendez, cet homme est un provocateur, par ailleurs. Nous, on le connaît parce qu'à Bordeaux, quand il était préfet, le parlementaire Loïc Prudhomme, qui est un ami, s'est fait matraquer par des forces de l'ordre, et le préfet n'a rien trouvé à redire que seulement... D'ailleurs, il n'a même pas envoyé un message à Loïc Prudhomme. Moi, je ne suis pas pour que les citoyens se fassent matraquer et qu'un député qui décline son identité de député se fasse matraquer. La mésaventure m'est arrivée à moi aussi il y a 15 jours, place de la Bastille, à l'occasion d'une manifestation de Gilets jaunes, bousculé et gazé. Bon, c'est un préfet très politique, qui en plus s'est auto-caricaturé dans une vidéo qui a circulé, où quand une dame l'interpellait le lendemain d'une manifestation, il lui a dit « Moi, je suis pas dans le même camp que vous, madame ». Un préfet, il n'a pas à choisir de camp. Un préfet, il est au service de tout le monde, de l'intérêt général. Donc il est très politique. Et de l'ordre. Vous parliez des visées politiques du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Il y a un meeting commun de la gauche le 11 décembre contre cette réforme des retraites. Est-ce que vous aussi, vous n'avez pas des visées politiques avec cette réforme des retraites ? Bah non, parce que ce que vous évoquez politiquement à l'heure actuelle n'a pas de traduction vraiment. C'est-à-dire, il n'y a pas... C'est pas le retour de l'union de la gauche ? Non, mais tout ça, c'est des phrases. Ce qu'on disait tout à l'heure, le monde de 2019 n'est plus celui de l'époque que vous évoquez. Par contre... Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la France insoumise, les socialistes, les Verts manifester ensemble. En tout cas, de tenir meeting ensemble. Moi, je dis malheur à ceux qui entretiennent la division quand le gouvernement, aujourd'hui, porte un coup à tout le monde. Et il est bon. Hier, dans la manifestation, on était à côté du cortège des socialistes, etc. Là, il ne faut pas se diviser. Franchement, celui qui viendra chicaner et expliquer que ouais, je ne viens pas avec un tel ou une telle, parce que c'est absurde. Il faut savoir faire la distinction entre le mouvement social, un peuple qui se mobilise, toutes les organisations qui le jugent pertinent doivent tout faire pour se rassembler, faire reculer le gouvernement, et après, d'autres échéances politiques. Il y a les municipales bientôt. Honnêtement, vous auriez envie de travailler avec les écolos? Non, mais moi je dis les écologistes, nous sommes écologistes. Jean-Luc Mélenchon lance un appel à Yannick Jadot. Bien sûr, voilà, il faut arrêter. Nous sommes écologistes, nous, mais on peut se retrouver. Jean-Luc Mélenchon a même lancé, pourquoi pas, une idée en direction d'Yannick Jadot, pourquoi pas demain d'une formule gouvernementale pour essayer de changer les choses. Il y a une urgence écologique, sociale, etc. Donc arrêtons les postures. C'est ce que nous disons, ce que nous avons toujours dit. Après, bon, on n'a plus le temps, mais parfois nos amis écologistes, dans certains endroits, ils parlent d'unité, mais ils sont aussi d'une posture hégémonique qui est dommage. Donc, mais nous... Parce qu'ils sont forts en ce moment. Le pense-t-il ? On verra. Vous savez, non mais je veux dire, il y a un moment où les gens, ils veulent que ça change, vraiment. Et ce que je disais tout à l'heure par rapport à la réforme des retraites, c'est pareil sur d'autres sujets. Malheur à ceux qui apparaîtront comme des gens inutiles, boutiquiers dans ce moment-là. Voilà, nous, le mouvement France Insoumise, il est au service de ce grand mouvement, de cette grande aspiration au changement, plus de démocratie, changer les institutions, on le voit bien, on a un problème démocratique, plus de social, on vient d'en parler, plus d'écologie. Voilà, on verra. Après, les élections municipales sont des élections très particulières qui parfois c'est difficile d'en tirer des grandes conclusions parce qu'il y a localement des choses et des équations locales qui surplombent beaucoup de résultats. Allez, un mot sur le délibéré du procès de la France Insoumise lundi. Lundi, vous avez un rendez-vous judiciaire dans le cadre de la perquisition au siège de votre mouvement. 3 mois de prison avec sursis requis contre Jean-Luc Mélenchon, 8 000 € d'amende contre vous. Aujourd'hui, d'abord, est-ce que vous êtes inquiet? Et puis, est-ce que vous regrettez certaines séquences de cette interpellation? Il faut toujours l'être, c'est pas amusant. Je veux dire, ce qui nous est arrivé, nous on est des honnêtes gens, être traduits devant les tribunaux alors que nous avons protesté contre une perquisition qui nous semblait injuste. C'est tout ça que je regrette. Que les choses soient claires, quel que soit ce que vous avez pensé, des images de Jean-Luc Mélenchon ou de moi-même, là je m'adresse aux téléspectateurs, franchement, s'il n'est pas normal qu'un parti comme nous, des principaux partis d'opposition, se fasse perquisitionner 15 personnes, que nos fichiers aient été pris, nos fichiers d'adhérents, nous ne savons toujours pas ce qui va être advenu, que le domicile personnel de Jean-Luc Mélenchon
Mélenchon, comme ça, tel un délinquant, soit perquisitionné. Sur la base de quoi? Et c'est une différence fondamentale avec ce qui arrive à Mme Le Pen et M. Bayrou, où c'est le Parlement européen, dans leur cas, qui avait interpellé la justice. Nous, c'était uniquement sur dénonciation d'une députée européenne, ex du Front National, et qui avait fait par une liste de 17 parlementaires européens, et les 17 n'ont pas été perquisitionnés. Donc il y a quelque chose de ciblé contre nous. Ça nous a mis fort en colère. Et de la même façon que nous n'acceptons pas que dans des locaux d'opposition, la police rentre sur ordre de qui ou qui donne la consigne pour prendre des fichiers politiques. Ça nous a amené de fort mauvaise humeur. De la même façon que moi, on m'a vu interpeller et empêcher un policier qui faisait tomber quelqu'un de manière violente, et je l'avais vu avant faire une clé de bras, etc. Donc, moi, au bout d'un moment, je peux... Pas de regret. Après, moi, je regrette toutes ces images, je regrette les conséquences que ça a eu, et j'aurais préféré que tout ça n'ait pas lieu. Mais n'oublions pas, d'abord, quel est l'élément déclencheur. Alors, on va voir comment la justice, 3 mois de prison avec sursis, 10 000 € d'amende pour Jean-Luc Mélenchon, ça fait cher les décibels, parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'il a fait Jean-Luc Mélenchon, si ce n'est élever la voix. Mais on voit bien que derrière ça, tout ça est très politique. Moi, je suis inquiet de voir comment, même dans le dossier Bayrou, même dans le dossier Mme Le Pen, il y a une volonté d'utilisation de la justice pour frapper ou faire taire les opposants. Un mot très rapidement, malheureusement, il nous reste peu de temps. Vous publiez ce livre, Jacobin, Les inventeurs de la République, c'est aux éditions Perrin, c'est une galerie de portraits, hein. Exactement. 9 au total, dont Danton, Saint-Just, Robespierre. Est-ce que vous convoquez l'histoire pour faire passer un message actuel sur la souveraineté du peuple ? Toujours un peu. Hein, franchement, l'histoire d'aujourd'hui, c'est la politique d'hier. La politique d'aujourd'hui sera l'histoire de demain. Donc franchement, il y a toujours un mélange des deux. Moi, mon idée, elle est simple. Après, pour ceux qui aiment la Révolution française, il y a beaucoup d'autres choses. On ne peut pas faire aimer la République aujourd'hui, si on caricature et on fait détester ceux qui en ont été les premiers inventeurs. Ce club des Jacobins, où beaucoup de gens sont affrontés, a été le foyer intellectuel de réflexion sur la Révolution française, où l'idée de la souveraineté populaire, où l'idée d'un plan de lutte contre la pauvreté, où l'idée d'une république sociale, où l'idée de l'abolition de l'esclavage a été débattue, etc. Ne les oublions pas, c'est le sens du livre. Eh bien voilà, c'est à lire. Jacobin, les inventeurs de la République, c'est aux éditions Perrin. Merci beaucoup Fabrice. Merci Alexis Corbière d'avoir été avec nous ce matin. Lundi, à votre place, ce sera Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et on passe maintenant au Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires, un Club des Territoires spécial aujourd'hui puisque nous reviendrons bien sûr sur la mobilisation contre la réforme des retraites. 806 000 personnes dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur, 1,5 million selon la CGT. On va faire un tour de France des mobilisations grâce à nos partenaires des télévisions locales et de la presse quotidienne régionale. On sera à Nancy avec Pascal Salcharini de l'Est républicain. On sera à Rennes avec Stéphane Beignet de TV Rennes, à Montpellier avec Olivier Biscay du Midi Libre. Vous allez le voir, on sera à Brest avec notre journaliste dans quelques instants. Et puis on sera également à Tours avec Samuel Collin de TV Tours et à Amiens avec Michael Tassard du Courrier Picard. Voilà, le programme est chargé. Avant de commencer ce club, vous le savez, à cette heure-ci, c'est l'heure de notre reportage en région. Nos journalistes qui vont à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et vous le savez, le vendredi, c'est l'heure du bilan. Toute la semaine, on était dans le Finistère. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on fait le bilan sur place à Brest. Vous avez vu Béatrice Finzan. Bonjour Béatrice. Vous avez suivi dans un reportage cette semaine les préparatifs de la manifestation. Et hier, vous étiez dans cette manifestation contre la réforme des retraites. Alors, les Brestois ont-ils répondu à l'appel ? Eh bien oui, Oriane, selon les organisateurs, 15 000 personnes se seraient déplacées, 10 000 selon la police. Effectivement, ça fait beaucoup pour une ville moyenne. La place de la Liberté sur laquelle je me trouve était pleine de monde. Alors, un à un, les syndicats se sont exprimés avant le départ du cortège. Parmi les manifestants, il y avait des pompiers, mais aussi des aides-soignantes. Pascal travaille à l'hôpital de Brest. Je vous propose de l'écouter. Je veux partir l'année prochaine. J'ai 57 ans. Je me verrai pas être soignante dans un service à faire 5 ou 6 années de plus à l'heure actuelle. Et donc je pense à mes collègues qui sont beaucoup plus jeunes et je dis mais comment vous allez faire ? Comment vous allez faire ? Alors on imagine, Béatrice, beaucoup de revendications. Bien sûr, quelles sont celles qui vous ont le plus marqué ?
Alors, parmi les slogans qu'on a le plus entendus, mettons KO la retraite, la réforme Macron, pardon, aussi la retraite à point, on en veut point. Alors effectivement, beaucoup d'inquiétudes face à ce nouveau mode de calcul qui reste très flou pour de nombreuses personnes. Ronald est retraité de la gendarmerie, je vous propose de l'écouter. La retraite à point, on ne saura pas, enfin moi je suis retraité, mais les futurs retraités ne sauront pas quel sera le montant de leur retraite. Le coût de la vie augmente, vous avez les personnes âgées qui de plus en plus vont en EHPAD, et quand on voit le coût d'un séjour en EHPAD, aucun retraité n'a les moyens de payer. Au-delà des revendications, un mot rapide sur l'ambiance dans ce cortège à Brest, Béatrice. Oui, alors c'était un cortège très bon enfant. Il y avait des actifs, des retraités, des étudiants, aussi beaucoup de familles. Tout s'est passé dans le calme. On n'a constaté aucun débordement. Malgré tout, toutes les personnes qu'on a interrogées nous ont dit qu'ils se mobiliseront jusqu'au retrait du texte. D'ailleurs, dès demain, une manifestation est prévue ici même sur la place de la Liberté pour un appel à la grève illimitée. Merci beaucoup Béatrice pour ce compte-rendu de la manifestation à Brest. On a suivi vos reportages toute la semaine prochaine. On vous suivra vous, Quentin Calmet, vous serez dans Lyon pour parler environnement, un petit mot. Exactement, c'est dans le cadre de la COP 25. On n'a pas eu beaucoup le temps d'en parler cette semaine avec l'actualité de la mobilisation contre les retraites, mais toute la semaine se tenait à Madrid. La semaine prochaine. Voilà, et donc du coup on se rattrapera la semaine prochaine. On va parler biodiversité, aussi la question de l'exploitation des forêts en France, et puis aussi des émissions de gaz à effet de serre. Et ce sera donc à suivre tous les jours à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Club spécial, bien sûr, consacré à cette mobilisation contre la réforme des retraites. Avant de vous entendre, on va faire un point sur les chiffres de mobilisation. 806 000 participants selon le ministère de l'Intérieur dans toute la France. 1,5 million selon la CGT, avec, on va le voir, des taux de participation, de mobilisation importants par secteur. À la SNCF, 55,6% de grévistes, dont plus de 85% de conducteurs et 73% de contrôleurs. Dans l'éducation nationale, 51% de grévistes dans le primaire, 42% dans le secondaire. Et puis, dernier chiffre, c'est dans la fonction publique. Quasiment 33% de grévistes dans la fonction publique d'État, 19% dans la fonction publique hospitalière et 13,7% dans la fonction publique territoriale. Arnaud Benedetti, les syndicats ont réussi leur journée de mobilisation ? Ah oui, c'est le retour des syndicats comme acteurs des mobilisations collectives qui, jusqu'à présent, depuis le début de ce mandat, en tout cas le mandat d'Emmanuel Macron, n'étaient pas parvenus à des niveaux de mobilisation aussi importants. Je rappelle un chiffre, c'est quand même, comparativement par rapport à 1995, qui est un peu la date référence aujourd'hui dans cette affaire, c'est beaucoup plus en termes de mobilisation qu'au premier jour de la mobilisation de 1995. Donc de ce point de vue-là, ils ont manifestement réussi leur pari. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'au-delà de Paris, bien évidemment, c'est les mobilisations très importantes qui ont eu lieu en province, dans certaines petites villes ou villes moyennes de province. Je crois que c'était à Bayonne, il y a eu 10 000 participants, ce qui est considérable. À Pau, 10 000 participants. Donc ça veut dire que cette mobilisation, elle est non seulement importante secteur par secteur, mais elle est importante territoire par territoire. Donc ils ont manifestement réussi leur première manche, mais bien évidemment ensuite le vrai défi pour eux, c'est de s'installer dans la durée avec des niveaux de mobilisation de ce type, avec un mouvement qui doit en effet apparaître comme un mouvement pacifique, c'est-à-dire un mouvement qui puisse se déployer sans violence, ce qui n'est pas tout à fait le cas, même si les images que l'on a vues hier, vraisemblablement en boucle sur un certain nombre de chaînes info, ne correspondent pas à la réalité, disons, de l'ensemble du mouvement. Mais je crois que là, en l'occurrence, après la crise des Gilets jaunes qui avait montré d'une certaine manière que justement les appareils syndicaux n'étaient pas tout à fait dans le coup en matière de mobilisation, là, ils ont montré qu'il restait des acteurs collectifs importants. Et on va parler bien sûr de la suite de ce mouvement. Est-ce que, à contrario, du coup, le gouvernement a perdu une première bataille, celle des chiffres ? Est-ce que c'est vraiment une défaite? Non, il s'y attendait. Le gouvernement avait lui-même anticipé tout cela. D'ailleurs, il avait indiqué qu'il n'annoncerait des mesures que la semaine prochaine pour
voir, pour sentir un peu Alors je suis d'accord, la première manche a été gagnée par les syndicats. Hier, le président Larcher s'étonnait, enfin s'étonnait pas, mais disait qu'il avait des remontées du terrain, ou que, notamment il s'étonnait quand même un petit peu du taux de grévistes chez les enseignants. Dans certaines écoles, certaines villes, les écoles étaient totalement fermées, ce qui montre bien qu'il y a quand même un sujet sur l'inquiétude de tout un pan de la population qui ne sait pas très bien à quelle sauce elle va être mangée, et ce qui donc nourrit la mobilisation. Il y a une inquiétude dans la population, hein. Ça on l'a entendu ces derniers jours. Il y a un taux de mobilisation également assez important dans la fonction publique, Jean-Baptiste Forêt. Oui, tout à fait. Il était, comme le disait Thierry, très élevé dans l'enseignement. Les enseignants ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Ce sont des fonctionnaires qui touchent très peu de primes. Donc aujourd'hui, leur pension est calculée sur les 6 derniers mois. Demain, ce sera sur l'ensemble de la carrière. Il n'y aura pas beaucoup de primes à intégrer. Donc il n'y aura pas beaucoup de grains à moudre. On sait que les enseignants aujourd'hui en France gagnent à peu près 2 fois moins que leurs collègues allemands. Donc c'est une bombe à retardement quand même pour le gouvernement. Il y a 900 000 enseignants en France aujourd'hui. Allez, vous le savez, oui, c'est réaliste. De cette fébrilité, on a vu dès hier Jean-Michel Blanquer commencer à dire que il y aurait une revalorisation des salaires, voilà, et par ailleurs, Christophe Castaner, lui aussi, a commencé à dire que pour les forces de l'ordre, il pourrait y avoir des aménagements, ce qui traduit quand même un certain sentiment de fébrilité. On va y revenir, mais vous le savez, on fait un tour des mobilisations dans toute la France. Hier, on va commencer à aller à Tours avec nos partenaires de TV Tours. Bonjour Samuel Collin, merci d'être avec nous ce matin. Tours, bonjour. La mobilisation était importante hier. Effectivement, elle était assez importante. Il y avait 10 000, la préfecture estime 10 500 personnes, les syndicats estiment 12 000 personnes, donc c'est assez important pour la région. La dernière fois que c'était aussi important, c'était il y a 10 ans pour la précédente réforme des retraites. Alors, mobilisation importante, hein, on l'a vu. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite du mouvement maintenant, Samuel Collin ? Écoutez, hier, il y a eu des assemblées générales qui ont décidé de continuer le mouvement, en tout cas aujourd'hui. On peut attendre mardi une grande manifestation avec les annonces d'Édouard Philippe et également les cheminots qui avaient prévu de longue date de se réunir. Et puis, il y a quelques mouvements qui sont notamment le fil bleu, qui est ici le système de transport, qui prévoit de faire un mouvement social en fait, qui commencerait samedi, qui pourrait continuer jusqu'au 1er janvier. Pour l'instant, on attend encore un petit peu. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Voilà, donc la mobilisation se poursuit à Tours. Comment était l'ambiance dans le cortège hier à Tours ? L'ambiance était plutôt calme, hein, ça s'est relativement bien passé. Les gens étaient inquiets. On était plutôt sur... il y avait relativement peu de jeunes, même s'il y en avait. Il y avait quand même plutôt des gens qui étaient soit actifs, soit près de la retraite. Et puis, on peut dire que ça s'est relativement bien passé, même s'il y avait beaucoup de monde. Et on a rarement vu autant de monde dans les rues. C'est vraiment, ça prenait tout le centre-ville, en fait. Merci beaucoup. Merci Samuel Collin pour ce point sur la mobilisation à Tours. Samuel Collin de TV Tours. Merci d'avoir été en direct avec nous. On le disait, Arnaud Benedetti, Édouard Philippe qui doit faire des annonces sur l'architecture de cette réforme la semaine prochaine. Est-ce que c'est trop tard et est-ce qu'au vu de la mobilisation d'hier, il doit infléchir sa position ou pas ? On verra bien, mais si vous voulez, le problème, c'est que vraisemblablement, ce qui a, suscité cette mobilisation, c'est une communication du gouvernement qui est depuis maintenant plus de 3 semaines, voire un mois, assez erratique et confuse, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui a du mal à afficher sa copie. Alors certainement pour des raisons tactiques ou des raisons de tétanie, je ne sais pas trop, mais en l'occurrence, c'est cette perception qui crée un climat qui est fondamentalement anxiogène. Et le sentiment vraisemblablement qu'un certain nombre de manifestants et de grévistes éprouvent, c'est que, in fine, le gouvernement est prêt à discuter, mais pas sur les objectifs, ce qui est un problème, et vraisemblablement uniquement sur les modalités d'application. Donc on a là certainement la raison essentielle qui explique cette incompréhension entre les forces syndicales et disons leurs adhérents et le gouvernement. Alors est-ce que c'est trop tard ? Vous savez, dans un mouvement social, à un moment donné, il faut savoir prendre le train en marche, si je puis dire. Le problème, c'est qu'en effet, on a le sentiment aujourd'hui que l'agenda, d'une certaine manière, n'est pas fondamentalement maîtrisé
maîtrisé par le gouvernement et que c'est le mouvement social qui impose son propre agenda, en tout cas son propre agenda médiatique. Et comme on sait que l'agenda médiatique est extrêmement important dans la construction finalement d'une démarche politique, on a le sentiment qu'on a un gouvernement qui court après les événements et donc la difficulté pour lui c'est d'essayer de remaîtriser. On attendra les annonces bien évidemment de Édouard Philippe mardi. Vous êtes d'accord Thierry Dupont ? Oui, et puis le gouvernement s'est un peu mis aussi dans une nasse parce que à force de faire monter un peu la sauce autour de cette réforme, il est maintenant obligé de la réussir cette réforme. Et il peut pas reculer. Ce matin, je crois que c'est dans le Figaro, quelqu'un cite l'entourage du chef de l'État et qui dit si je veux me représenter en 2022, je ne peux pas échouer dans cette réforme qui est un peu la mère de toutes les réformes. Donc voilà, donc il y a une nasse aujourd'hui et on ne voit pas très bien comment le gouvernement va en sortir, sans doute en essayant de jouer sur la division des syndicats et peut-être en s'appuyant sur la CFDT. C'est quoi? C'est une voie sans issue du coup, soit il maintient sa réforme et dans ces cas-là la mobilisation continue, soit il retire son projet et dans ces cas-là c'est la fin de ses réformes à venir et c'est peut-être la fin de sa candidature en 2022? On n'en est pas encore tout à fait là, Oriane, mais effectivement, c'est un moment test quand même dans ce quinquennat. Il suffit de voir les taux qu'a obtenu La République En Marche aux élections européennes, près de 50% dans le 16e arrondissement, des scores quasi soviétiques dans les Yvelines. Donc le cœur de l'électorat aujourd'hui en 2019, contrairement d'une certaine façon à 2017, il se situe dans l'électorat plutôt aisé. Et cet électorat-là attend une réforme. Donc voilà, ça se joue de cette façon-là de manière très claire. Le paradoxe, c'est que la réforme n'est pas si favorable que ça aux cadres supérieurs. Parce qu'on était sur les 25 meilleures années. Et les cadres supérieurs, ils ont une évolution de salaire importante, notamment durant les 25 dernières années, alors que les gens plus modestes ont des salaires qui ne bougent pas durant la carrière. Oui, elle n'est pas aussi favorable vis-à-vis d'un certain nombre de professions libérales, faut-il le rappeler, qui peuvent constituer une partie du cœur électoral de la Macronie. Je pense que, si vous voulez, la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est que son électorat a bougé entre 2017 et 2019. C'est qu'en effet, il a un électorat qui s'est droitisé. Et on l'a vu, vous l'avez justement rappelé, lors des dernières élections européennes. Donc, en effet, la question de la réforme, la question de la transformation du pays, ça fait partie de son ADN politique, pour parler de manière métaphorique. Et donc, s'il cale sur cette réforme des retraites, inévitablement, il crée un appel d'air favorable pour des concurrents à droite qui sont susceptibles éventuellement de récupérer l'électorat perdu. Et une question importante, ça sera la question du maintien de l'ordre et de la façon dont se déroulent ces manifestations, parce que si le pays sombrait dans le chaos, comme ça a pu être le cas lors de certains samedis en décembre 2018, là où ça conforterait l'idée que finalement le parti de l'ordre, c'est la droite, ce sont les Républicains et pas La République En Marche. Allez, on va poursuivre notre tour de France des mobilisations. On va aller à Amiens, retrouver nos partenaires du Courrier Picard. Bonjour Mickaël Tassard. Comment s'est passée la mobilisation hier du côté d'Amiens ? Eh bien écoutez, du côté d'Amiens, on a comptabilisé entre 6500 et 8000 manifestants. Chiffre à relativiser si on le rapporte à la taille de l'agglomération, qui fait 230 000 habitants. Mais dans une ville qui manifeste peu, la culture des grands défilés comme ça n'est pas celle d'une ville comme Amiens. Eh bien c'est un chiffre en fait que de nombreux manifestants nous ont dit de ne pas avoir vu depuis 1995. Donc c'est là où cette mobilisation, elle peut donc être considérée comme forte, puisqu'on avait rarement vu des cortèges de cette taille-là dans une ville comme Amiens. Alors, mobilisation forte du côté d'Amiens, vous nous le dites. Est-ce que c'est une mobilisation qui est partie pour durer dans votre ville ou pas ? Eh bien, les enseignants se sont réunis hier soir pour mettre en œuvre la poursuite de cette manifestation, de ce mouvement dans les jours à venir. Donc la mobilisation, comme partout en France dans le corps enseignant, a été très très forte hier. Donc on s'attend évidemment à des perturbations encore dans les jours qui viennent. Après, la question, ce sera celle du privé qu'on a vu hier dans le cortège. Maintenant, est-ce que cette mobilisation dans le privé va pouvoir perdurer ? Ça, c'est la question qu'on suivra de près dans les jours à venir.
Et on suivra tout ça, vous aurez l'occasion bien sûr de revenir nous en parler dans cette émission. Merci beaucoup Mickaël. On va voir la une du Courrier Picard, réforme des retraites, manifestation à taux plein. C'est à la une du Courrier Picard aujourd'hui. Damien, on va aller à Montpellier, retrouver Olivier Biscay. Bonjour Olivier. Olivier Biscay du Midi Libre. Et chez vous alors à Montpellier et dans la région, comment se sont passées ces mobilisations? Forte mobilisation, Oriane, 70 à 80 000 manifestants dont l'ex-Languedoc-Roussillon, avec un pic à 20 000, 21 000 à Montpellier, où en effet depuis 1995 on n'avait pas vu telle mobilisation, mais à Nîmes on était 12 000, à l'Est 5 000 et à Mende où je me trouve en ce moment 1700, donc forte mobilisation toute la journée d'hier et notamment dans le corps enseignant, les enseignants du premier degré qui ont fait grève à 67% tout au long de cette journée en ex-Languedoc-Roussillon. Quelle était l'ambiance dans les mobilisations dans votre région, Olivier Picard Olivier Biscay. Alors moi c'est Olivier Biscay, mais j'aime bien le Courrier Picard aussi, pour être honnête. On était au Courrier Picard, donc voilà. J'essaie de rebondir comme je peux. Alors écoutez, la mobilisation était plutôt sympathique, bon enfant, sauf à Montpellier où nous avons observé quelques heures, notamment en milieu d'après-midi. À Rodez également, un policier a été blessé. Mais je dois dire qu'à Montpellier, les heures, les manifestations tournent souvent mal et ce fut le cas encore hier. Est-ce qu'à Montpellier et dans votre région, c'est une mobilisation qui là aussi est partie pour durer ou pas, Olivier ? Aujourd'hui, par exemple, les cantines sont en grève à Montpellier, donc les enfants n'auront pas de cantine dans les écoles de Montpellier. Il n'y a pas de TER en Occitanie aujourd'hui et les enseignants ont annoncé ce matin maintenir la grève, notamment mardi prochain, comme partout en France, semble-t-il. Merci beaucoup Olivier Biscay. On voit la une du Midi Libre. Ils font bloc. C'est ce que vous avez choisi de mettre à la une aujourd'hui. 20 000 manifestants à Montpellier. Merci Olivier Biscay d'avoir été avec nous en direct. On va passer à la partie politique de ces mobilisations d'hier. On va commencer avec vous, Quentin, et votre revue de tweet. On a vu, Quentin, forte mobilisation dans la rue et certains sénateurs ont battu le pavé et ils l'ont fait savoir. Exactement, vous parliez, Arnaud Benedetti, d'une mobilisation réussie pour les syndicats. On se dit que les hommes politiques ont voulu en profiter aussi en s'affichant dans les cortèges, comme par exemple Patrick Caner, Rachid Temal, qui ont posé avec des petites pancartes, vous allez le voir, pour une réforme juste. Ils étaient dans le défilé parisien pour ce qui est des sénateurs socialistes. Il y avait également dans ce cortège pour les sénateurs socialistes, Martial Bourquin qui a pu également avoir un message en disant un gouvernement qui veut gouverner contre le peuple pour les plus favorisés. Donc vous voyez, on voit la photo de Patrick Caner et également leur pancarte pour une réforme juste. Et on a également vu des photos dans d'autres cortèges, comme celui de Grenoble. On voit le message de Guillaume Gontard ou encore des sénateurs avec des guest stars. Regardez, ce sont les sénateurs communistes qui posent fièrement avec Philippe Martinez. Et il y a une bataille de chiffres, Quentin. Bien sûr, parce qu'ils ont semblé très heureux, ces sénateurs, de pouvoir parler de ce million de manifestants qu'on avait franchi comme un cap, comme un symbole, avec Fabien Gay, le sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, qui a dit « On continue la mobilisation ». Et on voit aussi qu'il a été galvanisé, Fabien Gay. Il est dans un deuxième message, il dit « Mobiliser jusqu'au retrait de l'argent, il y en a pour les salaires et les retraites. Le voilà l'acte 2 du quinquennat. » Alors ça, c'est pour la gauche. Comment ça s'est passé chez les Républicains ? Eh bien, on a senti que les Républicains, eux, ce qu'ils voulaient dire, c'est que c'est la pédagogie qui manque. C'est la façon dont on présente la réforme et qui est mal fait. Ça manque de clarté, a dit dans un communiqué Bruno Retailleau. Regardez, il l'a tweeté au moment où les manifestants battaient le pavé. Et dans un autre message, Philippe Dallier, lui, il a dit « Réforme des retraites, il n'y aura pas de perdants. Individuellement, tout le monde sera gagnant. » C'est ce que promet Édouard Philippe. Qui peut croire cela ? Et comment se sont défendus les sénateurs de La République En Marche, du coup ?
Eh bien, on a vu cet argumentaire de Julien Bargeton reprendre les arguments de la CFDT. Et vous le disiez, peut-être qu'ils vont pouvoir comme ça profiter des tensions entre les syndicats. Eh bien, c'est la preuve. Hier, Julien Bargeton, il a tweeté des éléments de langage de la CFDT en disant « Regardez, dans l'actuel climat des informations », et donc on le voit, il reprend des petites informations de la CFDT, « l'actuel climat des informations d'irrationalité et de blocage par anticipation, eh bien, il y a la tenue d'un débat démocratique de qualité, ces informations de la CFDT en reprenant comme ça les argumentaires. Et voilà, est-ce que ça marque aussi le réveil politique de ces oppositions cette journée d'hier, Arnaud Benedetti? Ça peut marquer, en tout cas, si ce n'est le réveil, la réactivation d'une certaine façon des vieilles offres politiques. Parce que quand même, la sociologie qui a manifesté hier, c'est plutôt une sociologie de gauche, clairement. Donc on voit bien que les forces politiques de gauche, le Parti socialiste, la France insoumise, voient en tout cas dans cette manifestation une forme de réveil de leur électorat aussi, qui viendrait battre le pavé pour s'opposer de manière frontale finalement à la politique du gouvernement. Et alors du côté des Républicains, on perçoit bien la tactique, c'est finalement de parier sur le recul du gouvernement pour ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quelques instants, pour ramener au bercail en tout cas une partie de cet électorat qui trouve finalement en Emmanuel Macron un porteur à la fois de l'idée de réforme sur un plan libéral et aussi un représentant du Parti de l'Ordre. Donc là, en l'occurrence, les deux formations politiques, républicains d'un côté, Parti socialiste, considèrent qu'il y a une fenêtre de tir, notamment à la veille des municipales, pour reprendre un peu d'air, reprendre un peu d'oxygène, alors que depuis 2 ans et demi, maintenant, force est de constater qu'ils avaient été quand même un peu étouffés. Ça ouvre une fenêtre de tir, Thierry Dupont? Je ne sais pas, mais en tout cas, le gouvernement, lui, ne manque pas de faire de la politique. Parce que ces derniers jours, il a par exemple ciblé plusieurs fois le Parti socialiste, ce qui n'existait plus. On avait l'impression que le Parti socialiste avait disparu du spectre politique. Là, le gouvernement a ciblé notamment le fait que des socialistes manifestent, soit dans une même mobilisation avec des gens du Rassemblement national. Et puis on a vu hier, notamment à Paris, des attaques vraiment contre la maire socialiste Anne Hidalgo, sur la fermeture des écoles, sur le fait qu'elle ne voulait pas laisser rentrer des cars Macron dans Paris. Et donc on voit bien que les municipales ne sont pas très loin. Oui. Oui, en même temps, du côté du gouvernement, il y a quand même quelque chose de rassurant en fait dans ces manifestations au regard de ce qui s'est passé il y a un an. Il faut quand même se souvenir qu'il y a un an, Emmanuel Macron était terré à l'Élysée. On avait appris même par le biais du Canard enchaîné qu'il y avait un hélicoptère qui était prêt à décoller. Enfin, il y avait quand même un petit parfum de Baden-Baden ou de fuite à Varennes. Là, on est quand même dans un contexte quand même beaucoup plus maîtrisé. C'est des cortèges qui passent par la place de la République, par nation, des cars affrétés par les mairies communistes, les camionnettes, les merguez. Enfin, c'est le retour du folklore. Ouais, on connaît quand même beaucoup plus. C'est quand même beaucoup plus maîtrisé. Il y a des interlocuteurs en face. Bon, après, on ne sait pas ce que ça peut donner parce qu'on a vu aussi quand même des gilets jaunes s'agréger un certain nombre de manifestations. Il y a moins d'inquiétude ou qu'elle est plus dissimulée qu'il y a un an finalement, cette inquiétude, Arnaud Benedetti, de la part de l'exécutif? Je pense qu'elle est réelle quant aux suites du mouvement, sauf qu'en effet, ils sont confrontés à un mouvement finalement qui est quand même encadré, à la différence de celui des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, leur force avait été de déstabiliser par leur déstructuration au début le gouvernement, ce qui n'a pas été une force ensuite pour les Gilets jaunes. Mais au début, forcément, ça a eu cet effet de surprise. Là, en l'occurrence, on est dans un cadre classique, j'allais dire, de conflit social, avec des syndicats qui finalement jouent leur rôle et qui essaye bien évidemment d'introduire un rapport de force politique. Mais ce qui va être essentiel quand même dans cette affaire avant tout, c'est la bataille de l'opinion publique. Il faut être clair. Tant que l'opinion publique soutient le mouvement, c'est-à-dire dans un ordre de 60% selon le sondage le plus favorable ou un peu plus peut-être, là en l'occurrence, le mouvement social a une véritable énergie. Après, sur la durée, si les blocages continuent, si un certain nombre de désagréments se manifestent pour les usagers, pour les consommateurs également dans cette période de fête de Noël, si l'opinion publique commence à s'effriter, c'est peut-être le pari que fait le gouvernement, on rentrera dans une autre phase. Mais en tout cas, la question d'opinion publique est essentielle. Eh bien justement, on va continuer à parler de l'opinion publique et de la suite de ce mouvement, mais on va aller faire un dernier détour dans nos régions. Dernier Tour de France, on va d'abord aller à Nancy, retrouver Pascal Salciarini de l'Est républicain. Pascal, comment s'est passée cette mobilisation dans le Grand Est ?
Oui, bonjour. Grosse mobilisation à Nancy et en Lorraine hier avec 8000 manifestants pour la plateforme régionale de rassemblement qui a rassemblé non seulement la fonction publique, les cheminots qui étaient très nombreux, mais aussi la fonction hospitalière et les enseignants. Plus d'un enseignant sur deux était absent à son poste de travail hier, 12 écoles fermées à Nancy, 70 enfants accueillis sur une agglomération dans les collèges et dans le primaire et dans les collèges, ce qui est très très peu. Donc une grosse manifestation, une présence aussi très importante des pompiers qui demandent une revalorisation salariale de leur prime de feu, qu'ils estiment devoir passer de 19 € à 28 € pour coller à celle des fonctionnaires de police. Donc voilà, la Lorraine a été au cœur d'une manifestation sociale importante qui a aussi perturber le trafic. Aujourd'hui encore, 3 grosses opérations escargots vont bloquer l'essentiel de l'agglomération et des 3 autoroutes qui conduisent autour de Nancy, notamment la 33, la 31. Donc voilà, le conflit n'est pas fini. On est revenu sur les bonnes vieilles méthodes syndicales avec une vraie manif à l'ancienne et une présence de casseurs très limitée et très contenue hier à Nancy. Eh bien, merci beaucoup Pascal pour ce point très complet sur la mobilisation à Nancy, une mobilisation qui a été forte, on l'a entendu avec vous. On va finir ce Tour de France en allant à Rennes. Cette fois-ci, retrouver Stéphane Beignet de TV Rennes. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin Stéphane. Est-ce que la mobilisation s'est bien passée du côté de Rennes ? Alors une mobilisation de l'ordre de 15 000 personnes dans les rues de la capitale bretonne. On pouvait s'attendre peut-être à une mobilisation un peu plus forte, mais d'autres rendez-vous avaient lieu, principalement sur Saint-Malo. La tension était palpable néanmoins dès le matin, parce qu'à 8 heures, des ronds-points aux abords du centre-ville étaient déjà brûlés par des étudiants, principalement de l'université de Rennes 2. Le convoi donc a débuté à 11 heures. Et un peu à l'instar de ce qui s'est passé hier à Paris, eh bien, ce sont des membres de l'ultra-gauche et des Black Blocs qui se sont mis en tête de cortège pour opérer des dégradations d'enseignes, de banques, d'agences immobilières et même la devanture d'un hôtel 5 étoiles spa situé au cœur de Rennes. Et puis des peintures, mais ce sont des agissements que l'on connaît maintenant dans la capitale bretonne depuis l'époque de Notre-Dame-des-Landes ou des lois El Khomri. Donc c'est quelque chose de malheureusement un peu classique. Sinon, la manifestation s'est déroulée dans le calme. Et puis, au moment de la dispersion, à 13 h, eh bien, il y a eu quelques échauffourées entre des petits groupes et les forces de police qui ont repoussé ces manifestants un peu bruyants par des engins de disperseurs d'eau. Il y a une mobilisation des pompiers aussi également à Rennes, Stéphane ? Oui, alors un fait un peu particulier, les sapeurs-pompiers, en tout cas un petit noyau, a envahi la préfecture Marthenot, c'est-à-dire la préfecture de région, ce qui n'a absolument pas été du goût du président du conseil départemental, Jean-Luc Chenu, qui a dénoncé, mais vraiment très fermement, ces agissements. Il est par ailleurs le président du SDIS 35, le service départemental d'incendie et de secours. Et ce matin, vous étiez déjà très tôt dans les rues de Rennes. Stéphane Beignet, comment s'annonce la suite de la mobilisation cette journée d'aujourd'hui et les jours à venir ? Alors un petit tour dans la toute nouvelle gare de Rennes et peu avant 7 heures, il y avait très peu de monde. Un seul TGV ne partira ce matin en direction de Paris. Il est parti à 7h03. Il y avait très peu de personnes à l'intérieur. Il y aura aujourd'hui que 3 TGV pour Rennes, la liaison Rennes-Paris. Et puis les TER, on peut dire que c'est un TER sur 10 aujourd'hui en ce qui concerne le trafic. Alors peut-être un fait qui était étonnant hier, un peu moins ce matin, c'est qu'on roulait parfaitement bien hier. À cela, 2 mesures. On avait essayé d'enquêter avec les équipes de TVR. Eh bien, on a eu recours assez massivement au télétravail d'une part, et puis surtout
au covoiturage. Enfin, la circulation ce matin est un petit peu plus dense qu'hier. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Beignet d'avoir été avec nous depuis Rennes et d'avoir donc conclu ce Tour de France des mobilisations. On a beaucoup parlé évidemment de Paris, mais on voulait bien sûr ce matin dans ce Club des Territoires vous montrer ce qu'il s'est passé dans vos régions et dans différentes villes. La suite maintenant de ce mouvement, c'est ça la question qui se pose désormais. Est-ce que hier c'était le point d'arrivée de quelque chose, le sommet de la mobilisation, ou c'était juste un point de départ selon vous, Arnaud Benedetti? Alors ça dépend. Si on compare par rapport à 1995, en 1995, la mobilisation n'a cessé de croître jusqu'au 15 décembre. On est passé à 2 millions de manifestants à partir du 15 décembre. On avait démarré sur des bases de 500 000 manifestants au tout début. Donc si on suit le schéma de 1995, on n'est qu'au début. Là, ça serait très inquiétant pour le gouvernement parce qu'un début environ à 1 million de personnes dans la rue, c'est en effet un début qui est nettement supérieur à celui de 1995. Donc tout ça, il faut être extrêmement prudent. La question, encore une fois fondamentale, c'est est-ce que les syndicats auront les moyens de continuer cette grève, de bloquer et de disposer, c'est absolument essentiel, du soutien de l'opinion publique, parce que c'est là, en effet, qu'encore une fois, que se joue l'essentiel de la bataille. Mercredi ou jeudi, le Premier ministre doit annoncer l'architecture, l'ossature de la réforme. Un certain nombre de doutes vont être levés. Mais peut-être des craintes vont être renforcées, donc c'est là où ça peut vraiment basculer. Imaginons que les craintes des enseignants de perdre plusieurs centaines d'euros de pension se trouvent justifiées. Ben là, on est reparti pour un tour. Puisque vous parlez des enseignants, j'annonce ce chiffre donné il y a quelques minutes par Jean-Michel Blanquer chez nos confrères de BFM TV qui dit qu'aujourd'hui il y a 10% de grévistes dans l'éducation nationale. Je le rappelle qu'il y en avait 51% hier dans le primaire et 42% dans le secondaire. Est-ce que c'est désormais l'opinion qui va être l'arbitre de la suite de ce mouvement, Jean-Baptiste Forêt? Oui, ça va être l'opinion, mais quand même les manifestants, le nombre de manifestants, cette jauge-là va quand même compter dans la mobilisation. Il y a encore quelques réserves. Je pense notamment aux fonctionnaires territoriaux dans les collectivités. Oui. On a beaucoup de fonctionnaires de catégorie C. C'est un peu le prolétariat de la fonction publique en quelque sorte. C'est les personnels des crèches, c'est les éboueurs, les balayeurs qui assument un certain nombre de tâches quand même parfois un peu ingrates. Ces personnels-là ne se sont pas encore tellement mobilisés, mais il y a peut-être sans doute une étincelle qui peut mettre le feu à la plaine, comme disait le camarade de Mao Tse-tung. Et on continuera à suivre tout ça. On va regarder pour terminer ce qu'il y a à la une de vos journaux ce matin, vos quotidiens régionaux avec Quentin. Et Quentin, on commence avec la Provence qui titre Au pied du mur. Voilà, on continue ce tour de France de tous les titres de la presse quotidienne régionale qui sont bien entendu, qui se concentrent en une sur cette mobilisation. La Provence au pied du mur et on a vu toutes ces photos très impressionnantes des cortèges, des défilés en France et aussi donc dans les Bouches-du-Rhône. Regardez, à Marseille, mais aussi dans d'autres coins. Par exemple, on voit à Arles ou encore à Aix-en-Provence. Et on voit tous ces cortèges qui sont à chaque fois impressionnants d'après les rédactions qui titrent sur ces mobilisations. Dans la Provence, on voit aussi ces articles sur la mobilisation massive des cheminots hier devant la gare Saint-Charles. Et on a noté la présence également à Marseille de Jean-Luc Mélenchon qui a dit sa relation extrêmement fraternelle avec des syndicats très courageux. À la une de Paris-Normandie, le coup de semonce. Voilà, le coup de semonce. Vous voyez, dans l'édition du Havre, il y a ce cahier spécial. On parle de cette mobilisation très suivie en Normandie avec des chiffres. 13 000 manifestants à Rouen, selon la police, 30 à 40 000 selon les organisateurs. Avec également le rond-point de Saint-Étienne-du-Rouvray. Vous savez qu'il y a un rond-point emblématique des Gilets jaunes qui a été pendant plusieurs heures occupé par des Gilets jaunes avant qu'il ne soit délogé par la police. Allez, on continue avec la Voix du Nord et ce titre, forte mobilisation, la région ralentit. Oui, au moins 27 000 personnes dans la région et plus de 800 000 dans le pays sont descendues dans la rue hier, nous dit la Voix du Nord, impactant de nombreux secteurs d'activité. D'importantes perturbations sont encore attendues aujourd'hui dans les transports. À la une de la Dépêche, Quentin. La Dépêche, regardez cette photo impressionnante. On va bien regarder la une et zoomer sur ce pont à Toulouse, le pont des Catalans. Et donc la foule des grands jours, nous dit la légende avec cette photo. Et donc on le voit, c'est une forte mobilisation. Et on finit avec Presse Océan.
Et voilà, encore une consacrée à cette mobilisation. Le journal basé à Nantes qui titre avec cette question « Un mouvement parti pour durer », se demande-t-il. Et dans les pages intérieures, ils nous disent « Retraite, c'est le début d'un gros bras de fer ». Eh bien voilà, on suivra tout ça. On aura l'occasion d'en reparler dans ce club des territoires. Bien sûr, dès lundi, on va regarder vos unes, messieurs. La une de la revue politique et parlementaire Arnaud Benedetti, consacrée à la science. La une de l'Express, Thierry Dupont, cette semaine, SNCF, une débâcle française. Oui, une grande enquête avec plusieurs entrées sur cette compagnie nationale qui n'en finit pas de plonger dans la crise. Elle a un nouveau PDG depuis cet automne, mais il y a l'ouverture à la concurrence à partir du 1er janvier 2020, l'ouverture à la concurrence sur les petites lignes à partir de 2023, une dette qui ne cesse d'enfler. Donc voilà, on revient sur les maux qui accablent cette entreprise. Et dans la Gazette des communes, Jean-Baptiste Forest, ces acteurs locaux qui n'ont pas coupé le cordon avec l'État, avec un article sur ces élus locaux qui attendent tout de l'État. Exactement, c'est ce que le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, appelle le syndrome de Tanguy. C'est-à-dire, après près de 40 ans de décentralisation, on a des élus locaux qui appellent toujours l'État au secours dans un certain nombre de domaines. Ils dénoncent continuellement le désengagement de l'État. C'est parfois un peu une fuite devant les responsabilités. On voit par exemple dans le domaine de la protection de l'enfance, dans ce secteur social, quand il y a des affaires qui défrayent la chronique, un certain nombre de présidents de département disent que c'est la faute de l'État, mais c'est quand même leur responsabilité selon Emmanuel Macron, et ça se traduit, ce phénomène-là aussi, dans les régions. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de présidents de régions avoir des directeurs généraux des services qui sont des hauts fonctionnaires d'État. C'est un peu paradoxal, 2/3 de fonctionnaires d'État à la tête de leur personnel. Et voilà, et ce paradoxe est donc à lire dans la Gazette des communes. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Je vous donne une dernière information avant de terminer. Agnès Buzyn qui annonce que les partenaires sociaux seront reçus par elle-même et par Jean-Paul Delevoye lundi, alors qu'on attend, je vous le rappelle, les annonces d'Édouard Philippe en milieu de semaine prochaine. On se retrouve nous lundi, l'invité politique Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. On vous souhaite un très bon week-end. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.